Alors, bienvenue à tous. Je vais faire juste un petit mot d'introduction rapide, hein. Ça fera peut-être venir d'autres personnes. Donc, bienvenue aux Agora du futur. Alors, les Agora du futur, c'est un format de webinaire où on invite quelqu'un, un invité prestigieux qui a des choses à dire, soit qui a écrit un livre, soit qui a une expertise particulière sur un thème. Et donc, il présente sa thématique pendant à peu près 45-50 minutes. Et puis ensuite, on a une session de questions-réponses. Cela dit, si vous avez des questions, je vous suggère de les mettre dans le chat. Comme ça, on les traitera après coup. On ne va pas les traiter au fur et à mesure, mais on les traitera en dernier. Voilà, donc juste un mot sur la Fabrique du futur pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est ce qu'on appelle un think tank dans le domaine de la prospective et de l'anticipation. On organise des événements, on fait des publications, on fait de la recherche, on mène différents projets autour du futur. Voilà, pour plus d'informations, je ne vais pas prendre trop de temps pour laisser la parole à Alain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, la fabrique du futur, tout attaché, point global. Voilà. Donc, je donne la parole à Alain, Alain Herbinière. Alors, Alain Herbinière, on s'est connu de façon un peu fortuite. Je faisais des achats dans une boutique au Guilvinec. Et je suis tombé sur Alain qui était les propriétaires de cette boutique qui s'appelle Bazar Chic du Guil. Et puis on a sympathisé au fil de nos rencontres. Alain est devenu membre de la Fabrique du Futur et il a un parcours tout à fait intéressant, même exceptionnel, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, je vais le présenter très rapidement. Donc, je reprends mes petites notes. Donc, Alain a été CEO de Arc International pour la zone Asie-Pacifique. Euh, il a fait l'acquisition d'une entreprise d'État chinoise à cette époque avec la création d'une usine de production from scratch, hein, en greenfield, comme il dit. Il a été ensuite créateur en Chine d'une entreprise d'import de produits européens. Ensuite, il a assuré la direction générale de Sodexo Greater China. En 2007, il a fondé une société de conseil qui s'appelle GPI Limited à Hong Kong, qui existe toujours, et puis qui fait du commerce et du conseil avec l'Asie. Et il a créé accessoirement plusieurs sociétés aux États-Unis, notamment en Silicon Valley. Voilà. Alain, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ou est-ce que c'est... Non, non, c'est très bien, c'est très très est-ce que bien. Bon, ok. Vous m'entendez bien? On Super. t'entend très bien. Oui, oui. Donc, je te laisse la parole, Alain. Eh ben, merci beaucoup, hein. Bonjour à tous. Je suis ravi de retrouver devant vous et donc merci pour votre présence. Alors, je suis au Guilvinec, hein, c'est vraiment au Finistère, au bord de la mer, à la fin de la terre. Et des jours comme aujourd'hui où ça souffle très fort, il y a des problèmes de réseau. Alors, n'ayez crainte, on peut avoir quelques petites perturbations, mais je reprendrai la connexion rapidement. Eric, encore merci de m'accueillir aujourd'hui, hein. Je dois avouer que l'opportunité d'échanger avec vous sur le sujet de l'avenir de la Chine et son impact sur l'ordre mondial est stimulant. Mais avant de plonger au cours de notre sujet, j'aimerais vous poser une question, vous tous. Quand vous pensez à la Chine en 2049, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Celle d'une puissance technologique, d'un leader économique mondial, d'un modèle politique alternatif? Euh,
Je veux bien répondre si vous voulez. Et donc, parce que Allez-y. j'ai déjà été plusieurs fois en Chine, je pense que pour moi, en 2049, la Chine pourrait être la première puissance mondiale avec un ordre bouleversé entre le nord et le sud. Plus et plus dans les détails, je pense que ça va être le sujet de votre intervention. Ah oui, très bien, très intéressant. D'autres visions? Enfin, alors, ce que nous allons explorer aujourd'hui ensemble, ce sont effectivement les différents scénarios possibles hein, pour la Chine à cet horizon 2049, qui est une date qui marquera le centenaire de la République populaire de Chine. Et surtout, nous essayerons d'analyser les conséquences de l'ascension chinoise sur à la fois l'équilibre mondial et le rôle des États-Unis, qui ne se laissera pas faire, je pense. Bon, c'est un sujet qui nous concerne tous, me semble-t-il, que l'on soit chef d'entreprise, conseiller ou investisseur. Bon, alors avant de plonger au cœur de cette analyse prospective, il me paraît important quand même de présenter brièvement les principales différences sociologiques, je vais dire, qu'il y a entre les peuples chinois, européens et américains. On pourra peut-être comprendre ainsi que ce qui a été possible en Chine ne l'a pas été ou ne le sera pas forcément ailleurs. Alors, je vais aller assez vite dessus parce que le temps nous est compté, même si je sais que c'est essentiel pour comprendre les différences de mentalité. Alors, n'hésitez pas en fin de réunion à me relancer sur ce sujet. Alors, la Oui, société, pardon, juste une seconde. Vous avez demandé la vision, je me permets, pardonnez-moi. La oui, vision globale, je ne sais pas la question que l'on traite avec comme adversaire l'hégémonie américaine est la bonne. Je pense que l'épicentre du monde a changé. Les positions chinoises en Afrique, avec une démographie galopante, font qu'ils créent des blocs ou qui sont ancrés dans des blocs beaucoup plus puissants dans le futur, puisqu'on parle de prospective, que les États-Unis, qui sont quand même un vieux continent avec une vieille industrie, même s'ils ont des technologies dominantes, mais qui sont financés par la Chine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. oui, oui, mais vous avez raison. De toute façon, l'Afrique, quand on remonte un peu dans le temps, c'est grâce à l'Afrique que la Chine a eu son siège à l'ONU et a évincé Taïwan. C'est vrai. Donc, les amitiés franco-africano-chinoises remontent quand même à un certain temps. Et vous avez raison. Alors, la société chinoise est très hiérarchisée, hein, avec une grande importance accordée à l'âge, au statut social et aux relations familiales. Les individus sont fortement intégrés dans une collectivité, le quartier, la société, la famille, bien sûr, et le bien-être du groupe prime souvent sur l'intérêt individuel. Il y a un concept fondamentalement important en Chine, celui de Guangxi, puisqu'il désigne, si vous voulez, les réseaux de relations personnelles et professionnelles. Et c'est bon en Chine, surtout quand on fait des affaires, d'avoir un Guangxi, parce que ce sont en général des personnes de confiance. Et en général, en Chine, on ne travaille qu'entre gens qui se connaissent bien et qui se font confiance. Hein, ces relations, les Guangxi, peuvent faciliter les affaires, les transactions et même l'accès à des opportunités. Ils sont, les Chinois sont également assez dépendants entre les uns des autres dans cette communauté. Les Européens, eux, sont des individualistes, hein, égalitaires, axés sur les droits individuels, et ils sont, au contraire des Chinois, autonomes. Mais il y a quand même des relations amicales et familiales qui sont très importantes. Les Américains, eux, sont très individualistes. Ils évoluent dans une société, je dirais, profondément inégalitaire, hein, tant sociologique, tant socialement que ethniquement. Et euh, comment dirais-je, mais il y a une mobilité sociale qui est possible aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un individu peut changer de classe sociale au cours de sa vie grâce au travail et à la persévérance. Hein, d'ailleurs, on y associe souvent le concept de rêve américain. Les valeurs dominantes je vais aller un peu plus vite. Hein. En Chine, c'est le respect, l'éducation, l'harmonie, et puis quelque chose qu'ils partagent avec les Américains qu'on va voir juste après, le pragmatisme. Les Européens, eux, sont des humanistes, hein, puisque l'humanisme est né en Europe. On met l'accent sur la dignité humaine, la raison et la valeur de l'individu. Hein. Il y a un pluralisme aussi en Europe,
une grande diversité culturelle et linguistique, ce qui favorise probablement la tolérance. Et puis, c'est quand même, dans de nombreux pays européens, la mise en place de systèmes de protection sociale importants. C'est l'État-providence, comme on dit. Alors qu'aux États-Unis, c'est toujours la méritocratie et l'idée que le succès est déterminé par le mérite individuel et le travail acharné. On est très compétitif aux États-Unis dans un monde très libre économiquement et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partage avec les Chinois ce souci de l'efficacité qui fait un peu peut-être défaut en France, je dirais. Bon, pour aller plus vite, bon, ben, la religion bah, en chinois, c'est le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, alors qu'en Europe, c'est plutôt bon, un christianisme un peu déclinant, avec une sécularisation, une montée de l'agnosticisme et de l'athéisme, et puis l'islam qui devient une religion quand même prédominante. Aux États-Unis, eh bien, le christianisme domine toujours, avec un fort courant protestantisme, supplanté aujourd'hui par le catholicisme grâce ou à cause de l'immigration, notamment mexicaine. Le système éducatif en Chine est très compétitif, axé sur les examens. En Europe, il y a une diversité et on est plutôt axé sur les humanités. Aux États-Unis, il y a également une grande diversité dans la formation et une importance des universités. Le rapport au travail, ben, en Chine, travail intense avec du sacrifice personnel. En Europe, on est plutôt porté sur l'équilibre professionnel-personnel. Donc, on privilégie l'importance de la qualité de la vie. Aux États-Unis, c'est vraiment la culture de la performance avec un fort individualisme professionnel. Le rapport au temps, plutôt long terme et enraciné dans l'histoire et la culture en Chine, un équilibre passé-futur tourné plutôt vers l'avenir en Europe, et puis une orientation vers le futur et le progrès aux États-Unis. En matière de relations avec le pouvoir, et c'est vrai que le système chinois est un système autoritaire, avec un parti unique au pouvoir, alors que la plupart des pays européens sont des démocraties, avec des systèmes politiques pluralistes. L'état de droit est fondamental. Aux États-Unis, ben, c'est une démocratie libérale, d'un État fédéral, bien sûr, avec une séparation des pouvoirs et une protection, très forte protection des libertés individuelles. Je dirais que pour la jeune génération, bah, la jeunesse chinoise, elle est un peu pareille finalement, hein. On appelle ça la génération des enfants uniques. Elle est marquée certes par un fort désir d'autonomie, mais il y a toujours ces valeurs traditionnelles de respect des aînés et de la famille qui existent, hein, avec cependant un désir quand même d'expérimenter probablement de nouveaux modes de vie, un peu à l'instar de l'influence occidentale. Mais il y a une pression intense, sociale intense pour réussir académiquement et professionnellement. La jeunesse européenne, elle est généralement caractérisée par un fort engagement pour des causes sociales et environnementales, avec un désir de diversité et d'ouverture sur le monde, un individualisme marqué et toujours cet équilibre professionnel-personnel. Bon, les Américains sont très individualistes, très axés pour réussite professionnelle avec une culture du self-made man. Et puis, mais cependant, il y a des inégalités croissantes, notamment pour tout ce qui est accession aux universités, enfin à l'enseignement supérieur. Voilà, très rapidement, les différences majeures que je pense qu'il existe entre les Chinois, les Européens et les Américains. Bon, dans cette première partie, nous allons maintenant retracer le parcours qui a mené à l'essor économique fulgurant de la Chine. Parce qu'en effet, en quelques décennies, la Chine a réalisé un bond économique absolument spectaculaire. En 1960, avec un PIB je crois, de 90 dollars par Chinois, c'était les plus pauvres au monde. À son ouverture en 78, la Chine était encore un pays très pauvre, avec 156 dollars par habitant et un PIB nominal de 105,
oui, 250 milliards. Mais c'est à partir de 2003 que la croissance a véritablement explosé, hein, comme le montre clairement le graphique, et propulsant donc la Chine au deuxième rang mondial. Alors, la croissance chinoise, si on regarde les principales étapes, a vraiment commencé en 78 avec le succès de la politique dite de la porte ouverte, dont les objectifs sont de moderniser l'économie chinoise et d'attirer les investisseurs. Nous connaissons tous hein, ce slogan de Deng Xiaoping, enrichissez-vous. Dès les années 80, des zones économiques spéciales sont créées dans les régions côtières. Associées à de nouvelles politiques de porte ouverte, ces zones ont attiré des investissements étrangers et expérimenté des politiques orientées vers le marché. C'est d'ailleurs dans une de ces zones économiques spéciales que j'ai créé, comment dirais-je, une usine pour Arc International en 2001. En 92, lors de son 14e congrès national, le Parti communiste chinois a officiellement intégré l'idée d'une économie de marché dans l'idéologie socialiste chinoise, c'est-à-dire une planification centralisée. Et ces réformes historiques, qui ont eu lieu dans le domaine juridique, budgétaire et financier, ont permis à la Chine d'adhérer à l'OMC en 2001, ce qui a engagé le pays à libéraliser davantage le marché et à s'intégrer à l'économie mondiale. Enfin, le commerce mondial à la Chine a vraiment explosé en 2007, puisqu'à cette année-là, il a atteint quelque chose comme 32% du PIB. Et en 2010, effectivement, je pense que c'est la date charnière à laquelle on a assisté à la naissance d'une superpuissance. En tout cas, c'est à cette époque-là qu'on a utilisé pour la première fois ce terme. Alors, en 2012, Xi Jinping arrive au pouvoir et crée un nouveau concept, celui de rêve chinois, Tiongomeng. C'est un slogan fédérateur qui vise à galvaniser la population autour d'un objectif commun de renouveau national et ça permet bien sûr de légitimer le pouvoir également. Donc, alors, il se décline par avoir une renaissance nationale, hein, revenir au premier plan de la scène mondiale après un siècle d'humiliation. On se rappelle des guerres de l'opium, de la colonisation. Il s'agit là de restaurer vraiment une fierté nationale. Évidemment, l'objectif est d'assurer une croissance économique soutenue pour améliorer le niveau de vie de la population et réduire les inégalités. C'est également améliorer les conditions de vie, garantir la sécurité et la stabilité sociale, promouvoir des valeurs comme le patriotisme, l'harmonie et la justice sociale. Et enfin, moderniser l'armée pour défendre les intérêts nationaux et la sécurité du pays. En 2013, le président Xi lance la stratégie Belt and Road. C'est une initiative économique et stratégique majeure qui vise à relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique par un vaste réseau de routes, de chemins de fer et de ports et de zones économiques spéciales. Ces objectifs sont d'abord de renforcer l'influence chinoise, économique chinoise, de renforcer ensuite les relations diplomatiques avec les pays partenaires, mais aussi de sécuriser l'approvisionnement en matières premières, car pour continuer à croître, la Chine a besoin de matières premières, notamment de pétrole et de gaz naturel dont elle n'a pas sur son territoire. Et puis enfin, il s'agit de promouvoir un modèle de développement, une espèce de soft power, si vous voulez, à la chinoise. En 2015, c'est le Made in China qui est annoncé. C'est un plan décennal qui consiste à, qui vise à transformer l'industrie manufacturière chinoise et à faire de la Chine la puissance économique dominante dans les technologies de pointe à horizon 2025. Les objectifs principaux sont d'abord de passer du statut d'usine d'usine du monde, pardon, à celui de leader en innovation, d'accroître l'autosuffisance technologique, hein, réduire la dépendance de la Chine aux technologies étrangères, dominer les secteurs clés de l'avenir. Hein. Le plan cible une dizaine de secteurs stratégiques que nous allons voir après. Mais suite aux réactions négatives des États-Unis et de l'Europe, l'expression MIC 2025 n'est plus utilisée. Hein. Ça a un peu disparu, mais le programme est resté. Alors, on voit ici les 10,
Zut, qu'est-ce qui se passe? Bon, on les a pas. Bon, ben, on a les. Moi, je les ai pas, ça n'apparaît pas. Bon, les 10 secteurs principaux sont, je vais vous dire ça, c'est il y a la biomédecine, les nouvelles générations, la robotisation, les nouveaux matériaux, les équipements d'agriculture, les équipements énergétiques, les véhicules électriques, hein, ainsi que les transports terrestres, notamment, comment dirais-je, les trains, euh, les TGV, et bien sûr tout ce qui concerne la marine et les équipements high-tech de la marine, dans la marine. Concernant les stratégies mises en place par le gouvernement pour atteindre cet objectif ambitieux de Chine 2025, il y a des investissements massifs en R&D, des ressources considérables ont été consacrées à la recherche et développement dans ces secteurs prioritaires. Il y a également un soutien aux entreprises nationales au travers de subventions et d'incitations fiscales, un programme de formation d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés pour soutenir l'innovation et l'intégration de technologies numériques, hein, telles que l'Internet des objets et le cloud. L'IA, l'intelligence artificielle, étant un 11e secteur devant coiffer ces 10 secteurs stratégiques. Alors, évidemment, le Made in China 2025 a représenté un défi direct à la domination technologique des pays occidentaux, notamment des États-Unis. On a maintenant des noms tels que Huawei, Tencent, Baidu, Xpeng, BYD, hein, qui commencent à être assez familiers en France. Alors, pour résumer cette première partie, hein, voici un tableau qui reprend quelques indicateurs qui me semblent intéressants pour comparer la Chine aux États-Unis et à la France. Donc, PIB nominal 17 800 milliards, en parité de pouvoir d'achat, c'est 34 640 milliards, États-Unis 27 000 milliards, la France 3 000 milliards de dollars, PIB par habitant 81 000 aux États-Unis, 12 600 ou 24 700 dollars en Chine selon qu'on est en nominal ou en parité de pouvoir d'achat, à rapprocher aux 44 000 euros dollars en France. Par contre, la croissance du PIB chinoise est de l'ordre de 5,2% en moyenne. Hein, elle a été à deux chiffres jusque dans les années 2009-2010. Elle a progressivement diminué, mais maintenant, on pense qu'elle va se stabiliser autour de entre 4,80 et 5,20. Encore une fois, ce sont des prospectives. Hein, on n'est pas sûr. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a probablement un des taux d'épargne les plus élevés au monde, avec 44,5% du revenu brut, à rapprocher des 4,5% aux États-Unis et en moyenne 16% en France. Un autre signe également de l'émergence technologique de la Chine, voire de sa domination, c'est le nombre de brevets, hein, qui a été délivré en 2023. Près de 800 000 pour les Chinois, contre 323 000 aux États-Unis et 12 000 en France. L'ensemble, d'ailleurs, pour l'Europe, y compris les États-Unis, l'ensemble des brevets délivrés est de l'ordre de 65 000. Balance commerciale, bien sûr, déficitaire vis-à-vis de la Chine, hein, moins 279 000 pour les États-Unis et moins 46 milliards pour la France. Alors, ce qui est en parenthèse, c'est le déficit global. Ce qui ne l'est pas, c'est le déficit vis-à-vis de la Chine. Et les dépenses militaires, 916 milliards pour les États-Unis. La Chine a fait un énorme progrès dans les investissements militaires depuis ces dernières années, avec 296 milliards. C'est quand même 3 fois moins que les Américains, mais c'est énorme par rapport à d'autres pays comme la France, 61 milliards. Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder l'analyse prospective proprement dite. Hein. Je dois vous avouer que c'est un sacré défi que de se projeter à 25 ans dans un monde aussi complexe et imprévisible que le nôtre. En 2019, personne n'avait prévu la crise du Covid un an plus tard. De même, à peine sorti de cette pandémie, personne non plus n'avait prévu l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
Donc, dans le genre d'exercice que nous allons mener ici, la difficulté est d'anticiper ce qu'on appelle enfin, les signes noirs. Hein. Les signes, c'est-à-dire les grands oiseaux palmipèdes, hein, qui justement sont rarement noirs. Ce sont des événements rares, effectivement, totalement imprévisibles, aux conséquences qui remettent en cause toute projection. Mais quand même, il y a des tendances de fond qui sont identifiables et qui permettent d'esquisser des scénarios possibles. Bon, comme compte tenu du temps, encore une fois, nous allons étudier deux possibles trajectoires. Alors, le premier scénario possible, c'est la Chine, non, n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Hein. On va commencer par un scénario où la croissance économique de la Chine ralentit considérablement, voire stagne, car les défis économiques majeurs auxquels sont confrontés, tels que l'endettement élevé, des entreprises et des collectivités locales, excusez-moi, devient insoutenable. Et cela augmente bien sûr le risque de crise financière. La dette totale de la Chine, d'ailleurs, est croissante hein, par rapport à son PIB. Ça rend le pays vulnérable à une hausse des taux d'intérêt ou à un ralentissement économique. Son secteur immobilier est en crise. Pardon, là, je suis un peu en retard sur le truc. Donc, son secteur immobilier, notamment, est très, très endetté avec des faillites de Evergrande. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On pourra éventuellement revenir là-dessus. Il y a un ralentissement économique, effectivement, euh, depuis le Covid, hein, parce que il y a eu également une dépendance aux exportations. L'économie chinoise reste très fortement dépendante des exportations, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations de la demande mondiale et aux tensions commerciales. Et enfin, elle est également dépendante aux importations de certaines ressources clés, telles que, on l'a dit tout à l'heure, pétrole et le gaz naturel. Ce qui explique d'ailleurs ses amitiés avec des pays tels que l'Iran et le Venezuela, hein, et bien sûr la Russie, qui sont ses principaux fournisseurs de ces ressources clés. Clés pour sa croissance, pour maintenir sa croissance à 5%. Alors, sa croissance peut également être freinée par des faiblesses sociales. On a toujours en Chine aujourd'hui des inégalités sociales entre les riches et les pauvres, entre les zones rurales et les villes, entre l'Ouest et l'Est, des disparités sociales d'accès aux soins, à l'éducation. Donc, si cela s'aggravait, cela pourrait, comment dirais-je, créer des mouvements sociaux contestataires et voire des changements politiques imprévus. Et puis, il y a bien sûr un vieillissement de la population qui est important. On le voit dans le graphique qui est ici, qu'à horizon 2050, eh bien, la part des gens de plus de 60 ans est très importante. Alors, les impacts sont évidents. Il y a un impact sur les dépenses de santé et de retraite. Et évidemment, ça va obérer les finances publiques. Et donc, cela aussi risque de freiner la croissance économique. Enfin, il y a encore certaines faiblesses technologiques, notamment la dépendance aux semi-conducteurs. On connaît très bien TSMC, cette société taïwanaise, qui est la seule au monde aujourd'hui, grâce à des miroirs d'ailleurs fabriqués en Hollande. Hein, donc, ce sont les technologies aujourd'hui qui permettent de créer des enfin des nanoprocesseurs extrêmement performants qui sont fondamentalement importants pour notamment l'IA. Alors, mais il y a également d'autres composants dont la Chine est dépendante, notamment dans les logiciels, enfin, dans les domaines tels que les logiciels de conception assistée par ordinateur et les équipements de fabrication de puces. Il y a aussi, et enfin, toujours un embargo des États-Unis, car les tensions avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux s'intensifient et cela limite davantage l'accès de la Chine aux technologies, comment dirais-je, d'avant-garde. Bon, et puis bien sûr, il y a ces fameux signes noirs, hein, puissance, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'imprévisible, hein, les pandémies, les catastrophes naturelles, séismes, inondations qui peuvent arriver, un changement de climat accéléré. Euh,
mais aussi peut-être des technologies radicalement nouvelles comme l'informatique quantique ou la fusion nucléaire qui pourraient bouleverser les équilibres, et bien sûr des mouvements sociaux, changements politiques imprévus. Bon, la Banque mondiale en 2007 avait, comment dirais sorti le concept de piège du revenu intermédiaire. Hein. Euh, bon, alors, le piège du revenu intermédiaire, le principe, c'est que au fur et à mesure que les salaires dans un pays augmentent, eh bien, ce pays devient moins compétitif par rapport aux pays encore plus pauvres. Et en même temps, il a du mal à concurrencer les pays plus riches dans des secteurs plus avancés comme de la technologie ou de la finance. Il se trouve alors coincé au milieu, incapable de progresser. C'est ce qu'on appelle donc le piège du revenu intermédiaire. Les caractéristiques de ce piège sont d'abord la stagnation de la croissance économique. Le pays a du mal à maintenir le rythme de croissance. Bon. Une difficulté à innover, une compétitivité en baisse donc on l'a vu à cause de la hausse des salaires, et un accroissement des inégalités de revenus et de richesses, car les bénéfices de la croissance ne sont pas répartis équitablement. Et puis enfin, la Banque mondiale estime que le piège concerne les pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les pays dont le PIB par habitant est compris entre 1100 et 13 800 $. Hein. Une fourchette qui intègre dont la Chine, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, que Voilà. puis la Chine est de l'ordre, le PIB par habitant est de 12 600. Dans ce piège possible du revenu intermédiaire, il y a des pays comme le Brésil aussi, et l'Inde aujourd'hui. Mais bon, je pense il y a peu de risques que la Chine s'englue dans ce piège. Aujourd'hui, maintenant, abordons le scénario positif. Alors, oublions les dystopies et autres clichés occidentaux, parce qu'on peut lire dans la presse qu'il y a une certaine peur de l'avènement de la Chine sur la scène mondiale, au premier rang de Chine mondiale. Mais nous imaginons plutôt une Chine où Pékin est la capitale vibrante, si on peut dire, d'une superpuissance, avec des gratte-ciel futuristes, des voitures électriques qui filent silencieusement sur l'autoroute, l'air est pur, les parcs verdoyants. Donc la Chine réussit à relever le défi du développement durable. Elle a aussi bâti une société prospère et harmonieuse où la technologie est au service de l'humain, et la Chine rayonne sur le monde, donc, non par la force, mais par l'exemple. Elle a tissé des liens économiques et culturels avec tous les continents, en promouvant la paix et la coopération. Le rêve chinois est devenu un modèle pour de nombreux pays. Imaginons cela. Pour cela, la Chine dispose d'un certain nombre d'atouts qui lui permettent d'espérer satisfaire son ambition de devenir la première puissance économique mondiale. D'abord, des atouts, je dirais, des atouts économiques qui sont son modèle hybride, cette combinaison unique de planification centralisée et d'économie de marché, qui a permis à la Chine de mobiliser des ressources à grande échelle pour des projets d'infrastructure tout en profitant de l'efficacité du marché. Sa politique de champions nationaux dans de nombreux domaines, l'IA, les télécoms, la biotechnologie, on revient toujours aux 10 secteurs technologiques clés, avec des champions tels que Huawei, comme Tencent, comme Baidu, comme Alibaba. Elle profite aussi, elle bénéficie aussi d'un taux d'épargne un des plus élevés au monde. Pas de doute. Pardon. Elle a d'importantes réserves de change, 3 300 milliards de dollars, qui peuvent être utilisés pour soutenir le yuan et intervenir en cas de crise financière. Elle est intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. La Chine est devenue une plaque tournante de la production mondiale. Elle est intégrée dans de nombreuses chaînes de valeur. Et enfin, elle a son marché intérieur non seulement dynamique, mais en croissance. Et ça reste une source de croissance pour l'économie chinoise, car c'est un énorme potentiel de consommation.
Elle possède également des atouts politiques. D'abord, une stabilité depuis 49 et depuis que Xi Jinping et, se gouvernera à vie, c'est une stabilité qui permet effectivement des grands projets et des longs projets. Elle a une vision stratégique à long terme pour le développement du pays, hein, ce qui permet de prendre des décisions cohérentes et de mobiliser des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Elle est membre fondateur, bien sûr, des BRICS. C'est un levier pour renforcer son leadership mondial. C'est également du soft power, car la Chine bénéficie d'une plateforme pour promouvoir son modèle de développement et ses valeurs. Elle a démontré également une remarquable capacité à s'adapter au changement de l'environnement international et à ajuster ses politiques en conséquence. Alors, et enfin, donc, une gouvernance efficace, hein, car ce système politique a permis de mettre en œuvre des réformes économiques importantes, hein, et de construire des infrastructures à grande échelle de manière relativement rapide. On se souvient du barrage des Trois Gorges, et puis il n'y a qu'à voir l'essor des villes chinoises, hein, telles que Shenzhen, Shanghai et plus récemment Chongqing. Et elle a des atouts humains et culturels pour réussir, à commencer par un fort sentiment de fierté nationale, alimenté par une histoire millénaire, une culture du travail et de l'effort très appréciée des entreprises, une capacité d'adaptation et d'innovation remarquable, et des ressources humaines qui sont un capital inestimable, surtout qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait dans la formation de cette ressource. Et on voit l'éducation et la formation professionnelle pour former une main-d'œuvre qualifiée et adaptée aux besoins de l'industrie. Et enfin, son soft power, hein, avec ses instituts Confucius pour la promotion de la langue et de la culture chinoise à travers le monde. Je crois qu'on en compte aujourd'hui plus de 500. Les bourses d'études, bien sûr, accordées aux étudiants étrangers dans les universités chinoises. Quand j'étais à Shanghai en 2010 déjà, j'allais à Fudan. J'ai été invité pour intervenir, pour présenter un petit peu le système français aux étudiants chinois. J'étais étonné de voir dans l'amphithéâtre le nombre important d'étudiants d'Afrique. Ça, c'était vraiment, comment dirais-je, quelque chose qui m'avait frappé, déjà dès 2010. Bien sûr, les médias, les chaînes de télévision et les radios internationales comme CCTV et China Radio International. Et puis, on le voit, hein, sur Netflix, comme sur Prime Video, de plus en plus de films qui sont financés par des sociétés de production chinoises. Donc, ce soft power n'est pas négligé. Ça me rappelle un peu le démarrage du soft power américain, à l'apogée même d'ailleurs du soft power américain après la Seconde Guerre mondiale avec Hollywood, Harvard, jeans et rock'n'roll. Et enfin, elle a bien sûr un certain nombre d'atouts technologiques. La Chine a investi massivement dans la recherche et le développement, en particulier dans les technologies de pointe. Et malgré un environnement réglementaire parfois contraignant et un écosystème, il y a un écosystème entrepreneurial très dynamique en Chine, avec de nombreuses startups innovantes. La Chine également a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la protection de la propriété industrielle, ce qui est essentiel pour attirer les investissements étrangers et encourager l'innovation. Enfin, les nouvelles routes de la soie augmentent son influence économique en tant que modèle de développement. Et enfin, la Chine a démontré une grande résilience face à des crises telles que la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid. Moderniser l'armée pour défendre l'armée chinoise, on revient toujours à cette puissance militaire qui est croissante pour défendre ses intérêts et projeter sa puissance à l'étranger. Juste un exemple de cette puissance militaire croissante, les investissements dans la marine chinoise, les investissements annuels dans la marine chinoise font que chaque année, le nombre de nouvelles unités est supérieur à l'ensemble de la flotte française. Vous vous rendez compte, donc c'est énorme. Alors,
Les hypothèses de croissance du PIB nominal. Bon, on va prendre des cas de figure. Ce n'est pas évident, mais enfin, bon, si les États-Unis maintenaient un rythme de croissance annuel de son PIB de l'ordre de 2,10% par an jusqu'en 2049, et si la Chine se maintenait à 5,20 comme elle est actuellement, oh, pardon, zut, eh bien, où est-ce que je suis là? J'ai un problème sur les. Voilà. Eh bien, voilà. On voit que en vert, c'est le PIB nominal chinois rattraperait celui des Américains en 2038. Dans un autre scénario, tout en toujours maintenant la croissance annuelle américaine à 2,10, mais oh là là, je suis désolé, j'ai un problème de. Je ne sais pas ce qui se passe là. Par contre, avec une croissance annuelle de 4,5, eh bien, on aurait la Chine rattraperait en 2042. Enfin, c'est toujours de 10 pour les États-Unis, mais avec une croissance au ralenti pour la Chine à 310, et bien effectivement, en 2049, elle pourrait, comment dirais-je, atteindre l'objectif. Voilà, projection purement, je dirais, indépendante de tout ce qui peut arriver. Les conséquences maintenant d'un changement d'hégémonie. J'accélère un petit peu parce qu'on est déjà à 3/4 d'heure. Le changement de leadership pourrait rebattre les cartes des alliances, hein, reconfigurer les rapports de force et bouleverser les équilibres régionaux. L'ordre mondial actuel est largement façonné par les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'ascension de la Chine remettra en cause cette hégémonie avec un transfert de pouvoir et d'influence vers Pékin. Donc, on pourrait assister à un réalignement des alliances avec certains pays cherchant à se rapprocher de la Chine, tandis que d'autres resteraient alignés sur les États-Unis, avec de nouvelles institutions et de nouvelles organisations internationales qui pourraient émerger, reflétant la nouvelle distribution du pouvoir. La Chine pourrait promouvoir ses propres normes et valeurs, notamment en matière de gouvernance, de droits de l'homme et de modèles économiques. Cela pourrait entraîner des tensions et des conflits avec des pays occidentaux. Elle pourrait aussi utiliser son influence économique pour promouvoir ses propres intérêts et ceux de ses alliés. Le yuan pourrait devenir une monnaie de réserve mondiale, concurrençant le dollar américain. Et enfin, la transition vers un nouvel ordre mondial pourrait être instable et conflictuelle. La compétition entre la Chine et les États-Unis, on le voit déjà, pourrait dégénérer. D'ailleurs, je vous une parenthèse, Trump, je crois, inquiète un peu les Chinois parce que la priorité pour Trump, je ne pense pas que ce soit l'Ukraine, je ne pense pas que ce soit Gaza, mais c'est la Chine. Trump, c'est un commerçant, ce n'est pas un politicien. Il fait des deals. Et en ce sens, il est totalement imprévisible. Un politicien est prévisible, pas un commerçant. Et son objectif, c'est justement de diminuer l'influence chinoise. Et je pense que dans son mandat, il va faire un maximum d'efforts pour justement combattre cette hégémonie croissante commerciale des Chinois. Alors, conflit militaire ou pas? Je pense que la question de Taïwan est centrale. Si la Chine devenait vraiment menaçante pour Taïwan, les États-Unis se retrouveraient face à un dilemme cornélien. Alors, choisir entre garder la face et risquer gros, hein, puisque ce n'est pas évident que les Américains battraient les Chinois, ou faire profil bas et perdre des plumes. Plusieurs scénarios sont possibles. On va les voir. Le premier scénario, que je qualifierais de l'aigle montre ses serres, c'est les États-Unis déploient leur puissance militaire dans la région, envoient la 7e flotte avec ses porte-avions, sous-marins nucléaires, ses bombardiers. Washington renforce ses alliances avec le Japon, l'Australie et d'autres pays de la région pour former un front uni contre la Chine. Évidemment, on risque d'escalade, de conflits ouverts entre les deux superpuissances. Un autre scénario pourrait être celui du poker menteur. Les États-Unis misent sur la dissuasion et l'ambiguïté stratégique. On ne sait jamais vraiment
ce qu'ils vont faire, ce qui laisse la Chine dans le doute. Washington pourrait intensifier les sanctions économiques contre la Chine et soutenir la résistance taïwanaise en sous-main. Évidemment, là, il y a un risque de guerre économique et de cyberattaque, c'est clair. C'est un peu un jeu du chat et de la souris sur l'échiquier mondial. Troisième scénario possible, c'est le pragmatisme à l'américaine. C'est-à-dire que face à la puissance chinoise, les États-Unis finissent par accepter, à contre-cœur bien sûr, le statu quo. Washington va privilégier les négociations et les compromis pour éviter une confrontation directe. Taïwan se retrouverait de facto sous l'influence chinoise, mais conserverait une certaine autonomie, un peu comme Hong Kong et Macao aujourd'hui. C'est possible. Et puis enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler le joker imprévisible, c'est-à-dire que les États-Unis, par la CIA, pourraient jouer la carte de la déstabilisation en soutenant des mouvements séparatistes en Chine, au Tibet, au Xinjiang. C'est une option risquée, mais parce qu'elle pourrait forcer Pékin à non seulement reculer sur Taïwan, mais également il y a un risque de chaos et d'embrasement généralisé. Un scénario un peu boîte de Pandore. En conclusion, la situation est extrêmement complexe et volatile. La réaction américaine dépendra de nombreux facteurs, notamment de la détermination de la Chine et de la volonté des alliés à soutenir Taïwan, et bien sûr de la stratégie du président du moment. Maintenant, c'est un leadership économique de la Chine, mais sans pour autant menacer militairement Taïwan. La réaction américaine serait sans doute moins explosive, mais quand même tout aussi stratégique et complexe. Il pourrait y avoir ce côté compétition-compétition, c'est-à-dire que les États-Unis ne se laisseraient pas faire. Attendez-vous à une course effrénée à l'innovation dans les technologies clés. Washington chercherait certainement à renforcer ses alliances économiques avec des accords de libre-échange transpacifiques, des partenariats avec l'Europe pour contrer l'influence chinoise. On assisterait également probablement à une véritable guerre des talents pour attirer les meilleurs ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs. Il y a le scénario aussi, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. C'est-à-dire que les États-Unis seraient peut-être contraints de coopérer avec la Chine sur certains dossiers mondiaux, tels que le changement climatique, lutte contre le terrorisme, régulation financière. Un dialogue difficile mais nécessaire qui pourrait s'instaurer entre les deux géants pour éviter une confrontation ouverte. On pourrait même peut-être voir émerger une espèce de G2 informel où la Chine et les États-Unis géreraient ensemble les affaires du monde. Il y aurait aussi possiblement un retour à la réelle politique. Dans ce cas de figure, les États-Unis adopteraient une approche plus pragmatique et moins idéologique en matière de politique étrangère. Washington serait plus enclin à négocier avec des régimes autoritaires si cela sert ses intérêts économiques. Et enfin, l'Amérique d'abord et toujours, on revoit un petit peu les slogans de Trump, on assisterait à un renforcement du protectionnisme et du nationalisme économique aux États-Unis. Washington serait tenté de relocaliser cette industrie stratégique et de réduire sa dépendance à la Chine, avec des risques de tension commerciale et de fragmentation de l'économie mondiale. Et puis, il y a un piège dont vous avez certainement entendu, c'est le piège de Thucydide. Thucydide, je le rappelle, est un homme politique, stratège et historien athénien, né au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans la guerre du Péloponnèse, sa principale œuvre, il explique que la guerre qui opposa Athènes à Sparte a été déclenchée par Sparte, qui était à l'époque la puissance dominante, pour contrer Athènes, qui était la puissance émergente. Et cette guerre a été déclenchée par Sparte en prévention du jour où Athènes rattraperait, voire dépasserait Sparte. Donc, ce piège
de Thucydide, conceptualisé par Graham Allison en 2010 et repris plus précisément sur l'Amérique et la Chine en 2019 dans ce livre qui est là. Graham Allison, qui est un ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis et professeur émérite à Harvard, eh bien, le piège conceptualisé par Graham décrit en fait la dangereuse dynamique qui s'installe lorsqu'une puissance dominante se sent menacée par une puissance émergente. La peur de l'incertitude la peur et l'incertitude peuvent alors conduire à une escalade des tensions. Et dans le contexte actuel, les États-Unis sont la puissance établie et la Chine est la puissance montante. Donc il y a un risque. Concernant l'Europe maintenant, toujours pareil, avec ou sans l'annexion de Taïwan. Avec l'annexion de Taïwan, si la Chine envahissait Taïwan, l'Europe, comme à son habitude, condamnerait fermement l'annexion de Taïwan, considérant que c'est une violation au droit international et une menace pour la stabilité régionale. Elle renforcerait sa défense européenne pour constituer, non pas pour attaquer les Chinois, mais pour s'en protéger. Elle pourrait également afficher un soutien aux valeurs démocratiques et à l'autodétermination des peuples. Et enfin, il y a quand même un dilemme économique auquel serait confrontée l'Europe, puisque, dilemme entre ses principes et ses intérêts économiques, puisque la Chine est un partenaire commercial majeur, et rompre les liens économiques aurait un coût important. Maintenant, si la Chine devenait leader mondial sans annexer Taïwan, dans ce cas-là, les réactions de l'Europe pourraient être d'adopter une approche pragmatique basée sur la coopération économique et diplomatique. Elle pourrait s'efforcer de jouer un rôle d'équilibre entre les deux grandes puissances, États-Unis et la Chine. Elle pourrait, bien sûr, ensemble défendre ses intérêts européens et enfin faire la promotion du multilatéralisme. L'unité et la détermination de l'Europe seront essentielles de toute façon pour affronter les défis géopolitiques des prochaines décennies. Les conséquences. L'Europe, vieux continent, pris en étau entre les titans américains et chinois. Si la Chine prenait la tête du monde, l'Europe devrait jouer serré, à mon avis. Elle pourrait se retrouver de plus en plus dépendante de la Chine pour ses approvisionnements en matières premières, les composants électroniques et biens de consommation. Et cette dépendance pourrait limiter sa marge de manœuvre et la rendre plus vulnérable aux pressions chinoises. Les entreprises européennes devront faire face à une concurrence plus intense de la part des entreprises chinoises, tant sur les marchés européens que sur les marchés tiers. La Chine pourrait imposer aussi de nouvelles règles du jeu dans le commerce international, en favorisant bien sûr ses propres entreprises et en mettant en place des barrières protectionnistes. La Chine est un leader mondial dans de nombreux domaines technologiques déjà, puisqu'on référence aujourd'hui une quarantaine de secteurs technologiques dans lesquels la Chine est leader mondial. Même dans le spatial, le spatial c'est un peu particulier parce que grâce à SpaceX, les Américains conservent toujours une avance. Mais sans SpaceX, la Chine serait bien plus avancée que l'industrie spatiale américaine. Donc, elle devra tenter, l'Europe, de renforcer ses alliances avec d'autres pays pour faire face à la montée en puissance de la Chine. Pardon. Il y a quand même des opportunités. Comme dit très bien un dicton chinois, en toute crise, il y a des opportunités. D'abord, l'union fait la force, mais pas n'importe comment, bien sûr. C'est évident que là, l'Europe devra parler d'une seule et unique voix, avoir une défense commune et notamment et avoir une politique cohérente. Elle pourrait aussi, comment dirais-je, jouer la carte de la troisième voie et se positionner comme une alternative au modèle américain et chinois. Elle peut miser sur ses atouts, car l'Europe a des atouts, elle a un capital culturel et scientifique
qui est important, hein, et il faudrait qu'elle investisse dans l'éducation davantage, probablement, dans la recherche et la culture, pour attirer les talents du monde entier et rester à la pointe de l'innovation. Elle a aussi, comment dirais-je, elle pourrait aussi oser la réelle politique, c'est-à-dire être pragmatique et défendre ses intérêts, même si cela implique de prendre des décisions difficiles et de froisser certains alliés, notamment les alliés américains. Et enfin, sortir des sentiers battus, car l'Europe doit faire preuve d'audace et d'imagination pour s'adapter à un monde en mutation. En conclusion, l'Europe a des moyens de survivre, a les moyens de survivre et de prospérer dans un monde qui serait dominé par la Chine, mais elle doit se réveiller. Et je pense que agir avec détermination et intelligence devra être une priorité, hein. Le statu quo n'est plus une option pour l'Europe. Voilà. Notre voyage prospectif en Chine touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble les facettes de cette puissance en devenir et ses implications. L'avenir de la Chine et du monde reste incertain, c'est clair, mais une chose est sûre. Le 21e siècle sera marqué par l'empreinte des géants asiatiques. Le 18e siècle avait pour capitale Paris, le 19e Londres, le 20e Washington. Le 21e sera peut-être celui de Pékin. À nous de comprendre les enjeux, d'anticiper les défis et de saisir les opportunités de ce nouvel ordre mondial en gestation. Voilà. Merci beaucoup, Maintenant, Alain. place à Merci. vos questions. Oui. On atteint. J'étais un peu rapide parce que j'étais pressé par le temps et il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc je m'excuse un petit peu par avance. Pour ceux qui peuvent, on va prolonger un petit peu notre webinaire, de façon à pouvoir quand même poser quelques questions. Et puis, donc Alain nous fait la gentillesse de rester un peu plus que ce qui était prévu au départ. Voilà. Alors, je vois que Mehdi a levé la main. Donc, Mehdi. Oui, merci pour la présentation. Euh, si je me permettais, je compléterai quand même avec un certain nombre d'éléments qui sont plutôt favorables et au crédit de la Chine. Vous n'avez pas soulevé. Le premier élément, d'ailleurs, la question c'est est-ce que la Chine n'est pas déjà leader et n'a pas déjà une emprise sur les États-Unis? Ma réponse est oui. Pourquoi? Le double déficit du commerce extérieur et de la dette intérieure, il est financé par qui? Par la Chine. C'est des paysans chinois dont on a parlé, dont l'épargne est très très forte, qui financent le déficit des États-Unis. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que je pense quand même qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, les alliances elles sont assez claires. Le jeu de l'Europe, justement, dans le contexte ukrainien, a jeté les Russes dans les bras des Chinois. Ce qui fait que nous sommes donc avec deux pays continents qui ont un certain nombre de forces, et en particulier des réserves stratégiques en termes énergétiques, hein, que ce soit du gaz ou du pétrole, mais pas que. Il y a aussi des pays qui entourent la Chine, qui sont des pays avec d'autres cultures et d'autres religions, et qui donc peuvent être des médiateurs dans les conflits diplomatiques mondiaux, donc ils peuvent reprendre la main de ce point de vue-là aussi. Ensuite, le marché chinois, les perspectives du marché chinois ne se cantonnent pas au marché américain. La Chine fait bien partie des BRICS. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud, par où on y entre? Soit par l'Afrique du Sud, soit par l'Afrique du Sud, soit par l'Afrique du Nord. Or là, si on parle en termes de démographie, on est dans un continent qui en 2050 sera 2 milliards d'habitants. Si on prend le modèle éthiopien qui a complètement monté et financé la Chine, avec une mutation, je vais dire, un transfert de son modèle économique qui était basé sur l'élevage, etc., et qui a été transféré dans la fabrication de chaussures en cuir. Donc, avec les savoir-faire fondamentaux qui ont fait la réussite de la Chine, c'est-à-dire des industries avec peu de valeur ajoutée, mais qui sont désormais exportées.
Désormais, la Chine a, comme vous l'avez très bien dit, des industries à très forte valeur ajoutée. Cette fameuse classe intermédiaire, je ne pense pas que ce soit un piège. Je pense que ça dépend par où on la voit. Elle a été déportée. Aujourd'hui, la Chine fait fabriquer au Vietnam, au Cambodge, dans les pays environnants, mais qui sont des pays asiatiques. Donc vous parlez d'identité, ça c'est ce qu'il y a de plus puissant, l'identité, dans le développement, et l'identité et la culture, dans le développement. Alors il est évident, moi je travaille avec des Gabonais ou avec des chefs d'entreprise, comment dire, qui faisaient des travaux publics, etc. Mais comment, et d'autres pays d'Afrique, et il disait, mais moi aujourd'hui pour négocier dans mes affaires, je suis obligé, j'ai une boîte de 12 000 personnes, je suis obligé non pas de parler le français, mais le chinois, mandarin. Et autre phénomène, puis après je m'arrête, autre phénomène, juste pour compléter, hein, vous me confirmerez, parce que ça rentre dans le raisonnement, comment dirais-je, géopolitique, qui permet d'avoir des éléments de projection. Aujourd'hui, la Chine, elle a eu, et depuis très longtemps, une stratégie. C'est l'un des pays qui est le plus puissant en termes de stock en capital. C'est-à-dire qu'elle a investi en stock de capital en Afrique, c'est-à-dire en Afrique et ailleurs. Elle détient des mines, elle détient des économies entières, si vous voulez, sur le troc, sur la base du troc. Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Deuxièmement, décliné sur des industries extrêmement pointues et très stratégiques, vous ne pouvez pas faire de téléphone si vous n'avez pas des terres rares. Or, les terres rares, les plus grandes terres rares qui puissent exister au monde sont possédées par la Chine. Point 3. Point 3. Euh, On est. Mehdi, excuse-moi, il faut qu'on soit très, très concis parce qu'on va. Oui, je suis très concis. Nous sommes aussi dans les économies du Sud sont des économies qui ont été opprimées. Donc, elles se rendent bien compte que la population chinoise, indienne, etc., et comme en Afrique, ils ont un lien. Qu'est-ce qui rapproche culturellement un Chinois d'un Africain? Eh bien, c'est ce complexe, entre guillemets, de l'opprimé qui fait ils vont faire des affaires ensemble. Et deux, ce sont des peuples, comme vous l'avez très bien dit, je suis toujours d'accord avec ça, j'ai toujours dit, un, il mise, il fait tourner la roulette, et il voit ce que ça donne. Eh bien, les commerçants africains et les commerçants chinois ont le même ADN. C'est pour ça que pour moi, la réponse, c'est que la Chine a déjà dépassé tout ça. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Bon. Ouais, non, mais c'est-à-dire que c'est pareil, on est limité par le temps et effectivement, j'aurais pu détailler ça. Plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, si on prend l'ensemble des pays, le PIB cumulé des pays membres du BRICS, c'est presque 2 fois plus que celui des G7. Donc déjà, le BRICS, c'est très important. Bien Deuxièmement, la conséquence, c'est quoi? C'est une dédollarisation. Or, le dollar a été vraiment aujourd'hui, enfin, c'est la monnaie qui est utilisée dans les transactions internationales. Or, aujourd'hui, le danger des BRICS, c'est la dédollarisation. Je rappelle une chose, un président des États-Unis a 3 mandats. Son premier mandat, c'est la sécurité intérieure. Pour cela, il a la NSA pour l'aider, et le FBI, etc. Deuxième priorité, c'est la sécurité extérieure. Pour cela, il a la CIA. Et le troisième mandat qu'il a, c'est le dollar. C'est maintenir à flot l'économie américaine. Or, les BRICS aujourd'hui représentent un véritable danger. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est vrai, effectivement, en matière de matières premières, la Chine est très riche, sauf qu'elle ne possède pas de pétrole ni de gaz. Or, c'est quand même fondamental pour sa croissance. C'est pour ça Elle a des alliances. Géopolitiquement, d'avoir ces relations avec des pays qui sont parfois un peu spéciaux. Il y a une chose également, c'est, vous parliez de l'Afrique, vous avez tout à fait raison. J'ai vécu à Madagascar dans les années 78, 1980. Déjà, à l'époque, les autoroutes malgaches, enfin les routes en Madagascar, étaient construites par les Chinois. Par les Chinois, bien sûr. Et les Chinois bénéficient auprès des Africains du fait qu'ils n'ont pas été. Enfin, les Chinois, non, les Africains n'ont jamais été colonisés par les Chinois.
Ils l'ont Oui, il n'y a été. pas d'hégémonie. Voilà, c'est ça. Voilà. Au- et ça, il n'y a pas de passif entre les Chinois et les Africains. Et c'est très important. Et ça, c'est fondamental. Et en plus de ça, les Fondamental. Chinois pratiquent une politique qui est quand même très efficace, qui consiste à dire, je te fais Monsieur le Président, je te construis un palais ou je te construis une autoroute ou un barrage en Et tu me échange, files ta tu mine. me files, comment dirais-je, Ta mine, l'exploitation l'exploitation de ad ta vitam mine. aeternam des mines de cuivre. Vous avez C'est ça. raison. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, la Chine n'a pas encore véritablement modifié l'ordre mondial. C'est effectivement un modèle alternatif à ce qui pourrait exister, mais je pense que l'Occident, qui malheureusement, enfin, l'Occident, vous savez, au début du XXe siècle, les Occidentaux, c'était 25% de la population mondiale à peu près, hein. Aujourd'hui, on est à quoi? 10, 12%. Donc, il y a quand même là aussi des factos, hein, comme disait Dominique Strauss-Kahn, la période du 18e, 19e siècle où les avancées technologiques ont fait que de petits pays comme la France ou l'Angleterre pouvaient dominer des grands pays comme la Chine et comme l'Inde, ben c'est fini. Parce que Fini. maintenant, on revient à ce principe de base qui est qu'une grande nation, c'est avant tout un grand peuple. Oui. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur un certain nombre de projets. Enfin, oui, c'est toujours pareil. C'est un webinaire qui pourrait durer 3 heures. Et là, C'est un complément d'éclairage, c'est tout. Très bon, modeste, merci, très hein. bien. Il a pas de valeur. Non, non, mais c'est excellent. Excellent. Geneviève a levé la main, donc Geneviève, si tu veux poser une Oui, question. mon micro est ouvert, j'ai l'impression, non? Oui, 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 oui. on Vous vous m'entendez? entend. D'accord, On vous entend. ok. Assez Bonjour. synthétique, s'il te Euh, plaît. Voilà. oui, bonjour et bravo. Merci. Je pense que comment on pourrait dire, la reconfiguration est beaucoup plus ouverte que ça. Par exemple, vous avez évoqué, Mehdi, les terres rares. Oui, On en a des terres rares. Ce qu'il y a, oui, c'est que pour l'instant, c'est pas mobiliser la main. On n'a pas envie, on a résolu le problème autrement de mobiliser la main-d'œuvre pour l'extraire. Mais on en a. Hein, voilà. D'autre part, vous évoquez l'Afrique, la relation Chine-Afrique. Ce que vous avez dit est vrai, mais ça a beaucoup vieilli. Parce que d'abord, l'Europe est en train de dire, blabla, mais mes liaisons avec l'Afrique, j'ai tout laissé partir à volo, ça va pas. Et de son côté, l'Afrique dit, bon, le protectorat européen, on n'a pas aimé, le protectorat américain, on n'a pas aimé, on a essayé le protectorat chinois, ils nous chantent tous la même chanson. Donc nous, on va redessiner nos relations pour ce que nous sommes, avec ce que nous sommes, etc., etc. L'Europe est en train de dire, je vais euh, revenir vers l'Afrique et je vais établir des relations basées sur la réciprocité parce que on s'aperçoit que le protectorat, c'est une très mauvaise, fausse bonne idée dans la mesure où on écrase un peuple et après, il vous pète à la gueule, si je fais court. Voilà. Pour, c'est pas faux, c'est pas faux. Eric veut que nous allions vite, donc je suis grossière. Excusez-moi. Mais voilà, donc et c'est ça qui est en train de se passer. Par contre, là où moi je suis assez préoccupée, hein, c'est en tant que futurologue, donc très imprégnée de logique anthropologique. Vous savez que dans les grandes familles, il y a ce qu'on appelle les 3 C. Celui qui crée, celui qui croit, qui fait croître le patrimoine, et puis celui qui trouve que ce patrimoine dont il a hérité, faut le gérer, c'est compliqué, il en a marre et il lâche l'affaire. Voilà. L'Europe, elle est carrément sur le troisième C. L'Amérique est en train de se glisser vers le troisième C, pas de sa volonté ou de son épuisement, mais c'est parce qu'elle n'a pas réussi à faire Amérique. Et Trump se fait élire par une Amérique qui est totalement fragmentée. Il se trouve, je vous dis d'où je vous parle, hein,
Mon fils était dans le corps diplomatique jusqu'à l'année dernière en Afrique et mon autre fils est aux États-Unis. Donc, j'ai j'ai des portes ouvertes. Mais j'écoute ce qu'ils me racontent, hein, voilà. Et puis, quand je vais les voir aussi, ce que je vois. L'Amérique, elle a toujours son pétrole. Elle en fait un usage très rock'n'roll parce que le gaz de schiste, c'est pas très recommandable et c'est pas durable, hein. Donc voilà, donc elle est sur 6 terres. Bon, voilà. Donc, toute la question, puisqu'on est entre nous, entre Européens, parce que Alain, il est un peu européen quand même, même s'il parle. Vous parlez mandarin, non, c'est ça? Je parle mandarin, oui. Voilà, parce que vous écrivez mandarin aussi. C'était Mais très rigolo. mal, très très mal. Je l'ai appris en Chine par la force des choses, mais J'ai aimé, j'ai 14 aimé. ans. J'ai vécu Ça 14 ans donnait en Chine, beaucoup c'est pour ça. d'authenticité à vos slides. J'ai adoré. Bon, voilà. Moi, d'ailleurs, je vais vous quitter parce que je pars à Dauphine et on va parler de toutes ces questions-là à propos de l'IA, hein. Tout le problème de l'Europe, c'est sa mobilisation. Alors, on n'est pas fracturé comme les États-Unis, où les États-Unis, c'est belliqueux. Nous, c'est ouais, ouais, il faudrait le faire. Non, mais il faudrait. Mais tout le monde court dans son couloir de nage. Mm, c'est Et du vrai. coup, ça ne le fait pas. Alors, ça, il va falloir en sortir, hein. Hier soir, j'avais un dîner avec des personnes des personnes locomotives. Et je les faisais dialoguer. Eh bien, elles n'ont pas réussi à dialoguer. Elles trouvaient que c'était elles la loco et pas l'autre. Et que l'autre, il faut qu'il se mette dans le sillage. En l'occurrence, hein, c'était Mercedes ERA, qui est une papesse de la... comment on Oui. fabrique une marque, comment on la fait vivre, comment on la fait rayonner, hein. Je connais bien, Et, je la connais bien. et Arnaud Montebourg qui lui dit, je reconstruis le tissu entrepreneurial en pondant des startups les unes après les autres, etc. Et je disais, mais vous avez besoin l'un de l'autre. Ils n'ont pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, hein. Avec Eric, là, on suit l'évolution de la tentative de cohésion portée par Pierre Calam. Moi, je suis dans un autre think tank qui s'appelle le Cercle Sully. Avec Eric, on va monter un chantier. Enfin, on va y arriver, Eric. Oui, oui. On va monter un chantier dans ce sens-là. Voilà. Donc là, pour l'instant, on y arrive ou c'est désespérant. Et à ce moment-là, la Chine fabriquera l'Eurasie parce qu'on sera obligé d'être dans l'Eurasie. Mais sur le plan anthropologique, on est plus proche de l'Afrique que de l'Asie. C'est pour ça que Il y a- c'est il y pas a- si facile que ça. Alors, j'ai eu la chance de vivre en Chine 14 ans et j'ai vécu ensuite près de 7 ans aux États-Unis. J'ai d'ailleurs toujours ma carte verte que j'y vais quand je veux. Il y a un point qui m'a frappé, c'est que ces deux peuples ont un souci de l'efficacité, dont je parlais, le pragmatisme, hein, qui Ouais, fait qu'ils arrivent à travailler ensemble. Chose qui je manque à l'Europe. confirme. Vous parlez de ça. Nous ne sommes pas du tout pragmatiques en Europe. On n'a pas le souci de cette efficacité que eux ont, hein. Alors, Ça, c'est il y a une explication géopolitique, géologique d'accord. et climatologique. Quand vous regardez une map monde, vous regardez l'Europe, eh bien, l'Europe est dans un tout petit coin de terre. Et si on a dessiné les pays, vous voyez comme un petit pulse, parce qu'on a une variété géologique et climatologique exceptionnelle. On est entouré de mer. La richesse, elle part de la mer parce qu'on peut communiquer et tout ça. Voilà. Donc, on est sur une terre où tout va bien. La France, c'est particulièrement bien, hein. On a des noix, on a des bœufs, on a des carottes, on a des saumons, on a tout, hein. C'est bon, quoi. Ça va, ça ira toujours, hein. Voilà. Quand vous allez par exemple, en Chine, moi, j'avais été dans le sud de la Chine, j'avais
le climat franchement rude, hein, et les gens ils bossaient dur parce que ça venait pas tout seul, les graineries, il fallait les fabriquer. Enfin voilà, la géologie et la climatologie, je peux vous dire que c'est un point important quand on veut faire de la géopolitique. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un dicton en Chine, d'ailleurs, vous parlez de montagnes et de fleuves, un vieux dicton chinois qui est Shangan Huangdi Yuan, c'est-à-dire que les montagnes sont hautes et l'empereur est loin, ce qui fait que chacun dans son coin, ça veut dire que chacun dans son coin fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'homogénéité dans, dans l'action. Voilà. Shangan Huangdi Yuan. Huangdi Yuan. Voilà. Alors, je peux vous dire un truc sur l'Europe, parce que quand même, l'Europe, bon, je viens de la critiquer un peu en disant c'est le pays de cocagne, on n'en fout pas une rame. On a quand même un peu dominé le monde pendant un moment, et parce Ah que oui, bien justement, sûr. on avait une supériorité démographique. Et Et technologique aussi. Oui. cette supériorité démographique, elle est due justement à des questions de géologie et de climatologie. Ça, c'est un premier point. Mais à part bien manger et bien dormir, on a vraiment fait des trucs, quoi. Hein, la mécanique, ça part d'ici, la chimie avec les alchimistes, enfin bon, on a fait beaucoup de choses. Bon, euh, il y a un truc qui est absolument incroyable. Toujours pareil, quand vous regardez une map monde, vous voyez où sont les montagnes. Bon, et vous savez que le climat, il passe son temps à se réchauffer, se refroidir, les vents se déplacent, etc., etc. Et donc les plantes, elles s'adaptent. Donc, quand il y a des variations climatiques aux États-Unis, la, la- la montagne, elle est verticale, elle est dans la longitude, pas dans la latitude. Eh ben, les plantes, qu'est-ce qu'elles font? Si ça se réchauffe, elles vont prendre le frais en montant le long de la montagne, et si ça se refroidit, elles redescendent dans la plaine et elles sont à bonne température. Eh ben, en Geneviève, Europe, c'est pas possible. Attends, attends, je finis, juste ma phrase. En Europe, c'est pas possible parce qu'il y a des lacs, des mers, des montagnes et c'est dans un désordre noir. Les montagnes sont dans tous les sens. Les plantes s'adaptent en permanence. Nous mangeons ces plantes et ces plantes font que nous sommes un peuple très, très adaptable. Par contre, on est un peu, comment on pourrait dire, caboche, ce que bon, les autres ne sont pas du tout. Donc, c'est pour trop- ça que c'est très ouvert. On y va, on n'y va pas, on se décide, on bouge. je Mais propose qu'on c'est fasse imprévisible. un autre webinaire sur ce que propose, sur la thématique que propose Non, non, Geneviève. non, parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures. Ouais, Je suis obligée de vous quitter, oui, mais je voulais vraiment chaleureusement remercier Alain parce que j'étais pendue à mon ordi là alors que j'ai absolument pas le temps. Merci C'était trop Geneviève. bien. bon, Merci Geneviève. merci, À merci bientôt, on Alain. pourra en discuter de ça parce que c'est passionnant comme sujet. Merci Alain. Merci à Bonsoir tout le tous. monde. Merci à tous. Bon après-midi. Merci Voilà. à vous. Au revoir. Merci, Alain. Au revoir, je t'en prie. Merci Eddy. Merci à tout le monde. Merci d'avoir assisté. Très heureux, merci.